Bonjour, nous allons donc commencer la partie menaces de sécurité, attaques et vulnérabilités. On commence déjà par une vision générale sur les principales attaques et menaces qui visent une entreprise ou une organisation de manière générale, puis nous allons détailler les attaques selon leur nature, selon leur cible et ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est déjà de comprendre les différents types de menaces, de comprendre comment déjà se protéger efficacement par la suite, et puis mieux savoir juger l'impact d'une nouvelle menace. C'est-à-dire juger l'impact, c'est très intéressant. Rappelez-vous, dans la phase analyse de risque, ça va vous permettre de classer une menace ou un incident selon sa probabilité ou selon sa fréquence d'apparition. Donc, introduction, déjà, la première menace qu'on peut développer actuellement, c'est la messagerie électronique qui représente pour toute organisation, quelle que soit sa nature, ministère, entreprise, etc., donc un véritable outil de travail, de productivité. C'est tout le monde qui travaille par Internet, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou avec les interlocuteurs. Donc une entreprise, elle peut échanger des emails avec ses clients, les achats, les ventes, etc. Avec les fournisseurs, demande de marchandises, achats, avec tout ce qui est transactions financières ou tout ce qui est avec tout ce qui est avec le ministère des Finances, par exemple, les impôts et ainsi de suite. Donc la messagerie électronique reste l'outil de travail le plus utilisé actuellement, et bien qu'il est très bénéfique pour une entreprise, mais ça représente une véritable menace en matière de sécurité. Aujourd'hui, toutes les entreprises reçoivent les demandes d'achat, les demandes de vente, donc, même on travaille en intérieur entre les éléments en échangeant des emails. C'est beaucoup plus pratique que de travailler sur papier ou à travers des communications téléphoniques. Par conception de la messagerie électronique, nous avons plusieurs failles. Parmi ces failles de sécurité, c'est que la plupart des messages circulent en clair. Si on n'applique pas de méthode de cryptographie, les protocoles de communication par défaut, c'est des protocoles de communication qui font circuler des emails en clair, ce qui représente un vrai problème de confidentialité, surtout quand il s'agit de transmettre des informations secrètes de l'entreprise. Donc il est très intéressant de savoir protéger le système de messagerie face aux différentes menaces qu'on va donc justement détailler donc par la suite. Donc on commence toujours par définir le risque d'un contexte, d'une situation. Donc, la messagerie électronique, c'est notre contexte. Le risque, donc ça reste la perte, l'interception, l'altération, la destruction de messages mail. L'infection des systèmes par l'envoi de pièces jointes contenant des virus, des vers, des chevaux de Troie et ce qu'on appelle des malwares en général. Les spams ou ce qu'on appelle les inondations des messages, on va en parler par la suite. Et après, donc la l'usurpation d'identité des utilisateurs, c'est-à-dire qu'un individu externe va prendre l'identité d'un employé de l'entreprise et envoie des emails sous forme de décision, de pièces jointes et ainsi de suite. Donc des messages ils peuvent être introduits de l'extérieur, rejoués, modifiés, mélangés, supprimés, retardés. Si vous avez un email en urgence, donc le pirate il va le retenir jusqu'à ce que le délai ou la validité de l'email soit expirée. Après, il le laisse passer. Donc le délai de service, vous avez quelque part un élément de votre chaîne de messagerie qui refuse de transférer des emails, que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Des intrus qui travaillent dans votre entreprise, qui divulguent des informations confidentielles à l'extérieur à travers la messagerie. Et la répudiation, c'est-à-dire un utilisateur qui envoie un email, après vous dit c'était pas moi qui avais envoyé le mail, ce qu'on avait donc le principe de non-répudiation. Donc c'est-à-dire techniquement, la messagerie électronique utilise deux protocoles, donc qui sont le protocole SMTP pour l'envoi des emails et le protocole POP ou bien IMAP pour la réception et la lecture des emails dans une boîte aux lettres. Quand vous avez un utilisateur qui appartient à un domaine donné, fred@truc.fr, donc quand il envoie son email, donc il sera intercepté par un serveur SMTP qui va le faire transiter à travers plusieurs serveurs SMTP qu'on appelle des SMTP relais.
jusqu'à ce qu'il atteigne le nom de domaine de destination. Donc, domaine-machine.com. Et là, vous avez un autre serveur SMTP qui va recevoir le message et le mettre dans la boîte aux lettres du destinataire qui est marc@machine.com. Donc, quand cet utilisateur souhaite récupérer les emails de sa boîte de réception, là, il fait appel à un autre protocole qui est le protocole POP ou bien IMAP qui va aller le récupérer de la boîte aux lettres. Donc, généralement, pour l'envoi des emails, on fait appel au protocole SMTP. Pour la réception, on fait appel au protocole POP ou IMAP. C'est comme ça que ça marche. Sauf que là, l'utilisateur sur ses destinations pour les différentes opérations d'envoi, de lecture et de transfert de mails, ils utilisent des applications prédéfinies telles que Outlook, Gmail, Thunderbird ou carrément un navigateur, sachant que vous pouvez vous-même interroger par ligne de commande d'un serveur SMTP. SMTP fonctionne sur le port 25. Donc, vous pouvez interroger d'ailleurs pas uniquement le serveur SMTP, mais même un serveur web. C'est-à-dire, vous avez la commande telnet, puis vous mettez le nom du serveur. Par exemple, au niveau de ma machine, j'ai un serveur WAMP, qui est un serveur web qui est déjà installé. Donc, je peux interroger mon propre serveur, 127.0.0.1, et je mets le port 80 pour dire que je veux communiquer avec mon propre serveur web. Donc là, je mets donc get pour voir la page d'accueil et là, je vais avoir le contenu HTML. Donc, vous allez le recevoir en HTML brut. Pourquoi? Parce que d'habitude, c'est le navigateur qui transforme cet HTML en une page bien affichée et ainsi de suite. Donc, par exemple, ça, c'est le code HTML de ma page localhost. Ok, c'est pas important. Voilà, donc celle-ci, cette page-là, c'est donc le code source de cette page. Quand vous mettez, vous voulez afficher le code source de cette page, donc c'est celui-là en HTML. Donc vous pouvez interroger directement les serveurs, quelle que soit leur nature, à travers des telnets en spécifiant le port de communication. Je peux le faire même de Linux. Voilà, donc on va voir l'adresse IP de Windows, donc elle est ipconfig. Donc l'adresse IP de Windows c'est 192.168.1.13. D'accord? Donc je peux l'interroger de Linux. Donc dire telnet donc telnet 192 pardon 192.168.1.13 sur le port 80. Voilà, là il va vous demander de mettre c'est-à-dire de parler HTML. Je vais lui dire donc get la page d'accueil par exemple. Et là j'ai le code HTML de ma page d'accueil qui est celle-ci. Voilà, donc j'ai interrogé un serveur web sans passer par un navigateur. De la même façon pour la messagerie, donc vous avez votre serveur de messagerie, sauf que là c'est le port 25. Donc là j'ai lancé un serveur sur Linux, un serveur de messagerie, donc nmap 127.0.0. Donc nmap ça vous permet d'afficher les ports ouverts sur votre machine Linux. Alors donc je vais lancer un serveur quelconque, donc netcat-lp25, c'est-à-dire je veux lancer le port 25 et là de l'autre côté quand je teste les ports ouverts 127.0.0.1, voilà, j'ai le port 25 qui est open, ça veut dire le protocole SMTP. Je peux l'interroger à partir de Windows, dire telnet, donc la machine Linux elle a comme adresse IP fconfig 192.168.1.40. Donc telnet 192.168.1.40. Cette fois-ci, je spécifie le 25, pas le 80. Voilà. Donc j'ai de ce côté-là Linux qui est en attente de message sur le port 25 et de ce côté-là Windows qui veut communiquer avec Linux sur le port 25. Voilà, là je suis
connecté au port 25 du serveur. Si je commence à taper des commandes quelconques, donc test, SMTP, entrée. Donc voilà, je tape test, test, et ainsi de suite, entrée, entrée. Là, quand je sors, je ferme la fenêtre. Ah, vous avez ce que j'étais en train de taper. Test, SMTP, test, test, et ainsi de suite. C'est pour vous dire que vous pouvez jouer le rôle d'un navigateur, par exemple, pour interroger des serveurs web, ou carrément jouer le rôle de, de Gmail, c'est-à-dire de Thunderbird, de Outlook, de votre navigateur, pour interroger vous-même un serveur SMTP par un terminal sans passer par les logiciels utilisateurs. Généralement, donc un technicien réseau, quand il veut tester le fonctionnement d'un serveur, donc il le teste par la commande de telnet en spécifiant le numéro de port pour tester le fonctionnement d'un serveur donné. SMTP pour les messages, web pour 80 pour le HTTP, donc 22 pour 21 pour FTP et ainsi de suite. Donc voilà, techniquement, je vous ai dit que la messagerie a besoin du protocole SMTP pour l'envoi des messages et de protocole donc IMAP ou POP pour la lecture des messages. Donc nous allons surtout nous intéresser au SMTP parce que là, il y a un problème de sécurité au niveau de la messagerie qui, s'il n'est pas corrigé sur les serveurs SMTP actuels, ça représente une véritable faille de sécurité. Donc voilà, rappel, donc le serveur SMTP, c'est un serveur de messagerie qui écoute sur le port 25. Donc on peut l'interroger directement par telnet sur le port 25. Et là, la faille de sécurité qui peut fonctionner sur ces serveurs, ce qu'on appelle forger un email. C'est-à-dire envoyer un email à une personne au nom d'une autre sans avoir le mot de passe du compte de l'utilisateur source. Pourquoi? Parce que votre serveur SMTP, à vrai dire, il comprend 4 langages principaux. Qui comprend quand vous lui dites hello, ça veut dire que vous voulez vous présenter au serveur. Quand vous voulez dire mail from, ça veut dire que vous allez mettre l'adresse source. RCPT2, ça veut dire que vous allez mettre l'adresse de destination. Et data pour envoyer des messages. Donc, si vous parlez correctement avec un serveur SMTP, il va donc vous répondre correctement. Donc, à aucun moment, il ne vous demande de spécifier un mot de passe. Par exemple, là, l'attaque forger un email. Bon, j'ai pris un exemple au hasard comme ça. Vous mettez telnet, puis le nom d'un serveur espace 25. Là, il commence à répondre. À la fin, il vous dit 220, ça veut dire que je suis prêt à vous écouter. Vous lui dites hello, vous mettez un nom quelconque. D'accord. Mail from, vous mettez Batman ou un truc du genre. Vous pouvez mettre par exemple le nom. Supposons que l'un de vos étudiants veut forger mon email et vous envoyer un message vous disant que M. Rihla vous dit que vous n'aurez pas cours, par exemple, telle date. Donc il va mettre mail from, il va mettre mon adresse email. RCPT2, il va mettre une boîte commune, par exemple, à vous. Et après, il met data et vous met le message. Il fait .kit, il sort. Donc vous allez recevoir un message de ma part vous informant qu'il n'y aura pas de cours alors que ce n'était pas moi qui avais envoyé le message. Vous remarquez, à aucun moment le serveur ne me demande de spécifier le mot de passe. Donc les serveurs qui sont encore victimes de cette attaque, on les appelle des serveurs, des serveurs fragiles à l'attaque forger un email. Donc ça, j'avais testé déjà, ça fonctionne toujours sur certains serveurs. C'est-à-dire que c'est une faille qui n'a pas été corrigée dans plusieurs serveurs de messagerie. Voilà. Donc ça, c'est un problème, c'est un premier problème qu'on peut rencontrer au niveau de la messagerie. Le deuxième problème qui n'est pas très intéressant à la maison, mais qui est très intéressant quand vous êtes administrateur d'une entreprise, c'est les spams. Donc les spams ou le pourriel, donc ce sont des emails qui font très mal à l'administrateur réseau et sécurité d'une entreprise. Donc les spams, ce sont des emails non sollicités, ça veut dire non ciblés. Ils ne ciblent pas une personne en particulier, mais ils ciblent plusieurs personnes de manière aléatoire. Dans la plupart du temps, l'adresse source est falsifiée. Donc le pirate n'a pas besoin de mettre son adresse source. Donc c'est un message qui a à peu près 10 000 adresses mail de destination. Donc les serveurs abusés par les spams envoient fidèlement une copie à chaque destinataire. C'est-à-dire l'objectif du spammer, c'est-à-dire celui qui spamme, c'est rechercher aléatoirement des destinations qui sont valables. Ça veut dire même les adresses de destination, il n'est pas encore sûr que c'est des adresses qui existent.
adresses qui existent, donc il ne sait pas encore que ce sont des adresses mail valides. Donc les serveurs abusés donc, sont surchargés, c'est-à-dire s'ils reçoivent que des spams, ils ne font pas attention, ils seront surchargés de travail tout le temps. Les disques durs des serveurs de messagerie et les logs des serveurs, donc les logs c'est les informations, c'est des fichiers dans lesquels on enregistre toutes les informations effectuées par un serveur, c'est-à-dire à telle date, tel email, tel utilisateur a envoyé un email à tel utilisateur, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. C'est-à-dire les disques durs se remplissent par les logs et par des messages, que ce soit des messages mail ou des messages d'erreur. Quand vous envoyez un email à une adresse de destination qui n'existe pas, vous allez recevoir une erreur. Mais cette erreur-là, elle est stockée quelque part dans votre boîte email ou dans la boîte email ou le BAL de l'administrateur. À chaque fois, donc, qu'il y a une adresse destination non valide, l'administrateur va recevoir sur sa boîte lui disant qu'il y a quelqu'un qui a essayé de contacter quelqu'un sur ce serveur et que ce destinataire n'existe pas. Donc la boîte email de l'administrateur, elle est vraiment surchargée. Et si jamais votre serveur continue à traiter des spams, c'est-à-dire à relier des spams, envoyer ou recevoir des spams, donc l'ISP, il peut menacer de vous couper carrément la ligne et de mettre votre serveur en liste noire. Liste noire, ça veut dire personne ne va vous envoyer de mail et personne ne va accepter les emails qui proviennent de votre machine. Voilà, donc si vous traitez les spams, même si ce ne sont pas les vôtres, mais si vous ne faites pas attention à les bloquer, vous serez donc identifié et mis dans une liste noire et personne ne pourra communiquer avec vous. Donc les spams, en plus d'encombrer les disques, de charger des disques par des emails non utiles, il encombre aussi la bande passante. Donc imaginez si vous avez le support de communication sans fil ou filaire ou fibre optique qui fait circuler des milliards de spams à un instant donné, donc vous aurez la bande passante très chargée. Les communications utiles fonctionneront vraiment avec une efficacité minimale. Donc les spams induisent des frais supplémentaires pour les fournisseurs d'accès, donc les fournisseurs d'accès Internet. Et ces frais sont répercutés sur les abonnés, sur les abonnements. Parce que ces fournisseurs d'accès, ils vont donc acheter une grande bande passante, ils vont acheter des serveurs supplémentaires pour le stockage et le traitement des emails contenant des spams. Et ils doivent avoir un disque dur beaucoup plus grand pour pouvoir contenir tous ces emails. Et puis engager du personnel avec des salaires en plus pour traiter les réclamations des clients. Des clients qui vous appellent et vous disent j'arrive plus à recevoir des mails, vous lui dites parce que votre boîte mail elle est surchargée par des spams. Et c'est pas sa faute. Pourquoi? Parce que votre serveur ne détecte pas et n'élimine pas ces spams. Donc c'est vraiment très très intéressant à traiter. Donc il faut jamais essayer de répondre à un spam parce que les spams, comment ils font? Ils envoient aléatoirement. Et si vous allez répondre, ça veut dire que vous allez leur prouver que vous existez réellement. Donc ça arrive même que des pirates cherchent dans les poubelles des entreprises pour essayer de récupérer la liste des employés de l'entreprise. Une fois qu'il a la liste, il peut deviner leur adresse email parce que dans le langage mail, c'est toujours la première lettre du prénom, point le nom, arrobase le nom de l'entreprise, point le pays. Par exemple, si je prends mon adresse email, donc ça sera donc Mohamed Amin point donc Riyahla arrobase le nom de l'organisation Université Boumerdes point le pays DZ. Donc c'est la première lettre du prénom point le nom arrobase l'entreprise point le pays et DZ pardon c'est DZ FR et ainsi de suite. Donc il lui suffit de trouver le nom et le prénom de tous les employés de l'entreprise pour pouvoir donc deviner les adresses email qui ne sont pas nécessairement exactement comme ça. Mais si vous répondez à un spam, ça veut dire que vous lui donnez l'occasion de savoir que vous existez réellement. Il ne faut jamais menacer les spammers parce que ça ne sert à rien du tout. Il ne faut pas les bombarder. Il ne faut surtout pas spammer les spammers. Parce que si vous spammez ceux qui vous spamment et que eux, ils vont se venger aussi en vous spammant, hein, Internet, il n'y aura que des spams qui circulent un peu partout. Donc, dans les systèmes de protection, généralement, les serveurs, ils interdisent le relais des spams.
Ils les mettent même dans des listes noires. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de serveurs. Vous devez télécharger une liste noire et installer sur votre serveur SMTP de l'entreprise pour qu'ils refusent de communiquer avec ces serveurs. Comment on identifie des spams? Donc, on les identifie parce qu'il y a des mots-clés connus de ces spams-là, par format des messages qui ont un format commun, par le temps de transit, le nombre de destinataires. Il y a des spams qui sont déjà dans une liste noire. Ça veut dire que dès qu'on les identifie, on les bloque, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des filtres anti-spam. Donc, votre serveur doit avoir un filtre anti-spam pour identifier et supprimer les spams et pouvoir mettre certains serveurs dans des listes noires, c'est-à-dire ne pas communiquer avec ces serveurs. Donc, l'évolution des spams, donc nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des botnets. Les botnets, ce sont des machines téléguidées à distance. Des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, etc., qui sont gérés à distance par des pirates. Ça peut être votre machine ou votre smartphone. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas la cible d'une attaque, mais on va utiliser votre machine pour attaquer les autres. Donc, tous ces réseaux-là, toutes ces machines qui sont donc au service d'un pirate, on les appelle des machines botnet ou un réseau de zombies. Réseau de zombies, donc vraiment, ces botnets-là sont loués pour des spammers pour envoyer leur spam. Et un spammer, soit il a un objectif de surcharger votre bande passante, votre disque dur et les serveurs SMTP, ou bien de faire du marketing et de gagner de l'argent à travers la publicité illégale. Donc la loi, elle devient efficace. Donc il y a une entreprise PW Marketing qui a été condamnée à 2 milliards d'amendes en Californie parce elle faisait travailler un certain Jeremy James qui a été condamné à 9 ans en prison en Virginie parce qu'il gagnait 400 000 dollars par mois avec un taux de retour de 1 sur 30 000 dollars. Donc c'est un spammer qui louait des botnets ou des réseaux de zombies pour spammer des autres et leur envoyer de la publicité de façon illégale, ce qui lui faisait gagner beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'il a été condamné à 9 ans de prison et que l'entreprise avec laquelle il travaille a été condamnée à une amende de 2 milliards de dollars. Voilà, donc de manière générale, les menaces qu'on peut trouver actuellement sur la messagerie électronique. Nous allons par la suite passer à l'explication d'une autre menace générale, c'est ce qu'on appelle les malwares, à travers l'étude des virus, des vers, des chevaux de Troie et ainsi de suite. Voilà.